Je suis Victor Mazeo, je suis le responsable Data Science ici chez SeLoger. Je vais vous présenter un travail sur lequel on a bossé là ces dernières semaines, qui était une pipeline machine learning. Donc, présenter le contexte, ce dont on avait besoin, ce qu'on désirait, puis la proposition qu'on a faite. Donc le contexte, c'était ce que vous a présenté en fait Frédéric un petit peu déjà avec les slides ISO. Voilà, donc il y a des data scientists dans la salle ou... Non, ok. Donc, comment on travaille en général? Donc on a l'ETL, on l'a présenté un petit peu tout à l'heure, donc il y a des process spark qui vont transformer la data raw, puis mettre à disposition des data scientists des données sous un format utilisable par les data scientists. Et puis, ce qu'on avait jusqu'à présent, c'était une ligue Python, par exemple. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'estimation du prix. Donc, prenons une ligue d'estimation du prix qu'on a développée. Et dans cette ligue Python, on gère la génération d'un train et d'un test data. Bon, donc, quand on fait un modèle, peut-être vulgariser un peu plus, mais quand on fait un modèle de machine learning, on a toujours un train data, donc des données sur lesquelles on va entraîner notre modèle, et une data de test qu'on ne touche jamais, et on va évaluer notre modèle à la fin, une fois qu'on considère que notre modèle est plutôt bon, pour voir si le modèle est vraiment bon. Donc sur de la donnée, le modèle n'a jamais vu. On évite comme ça de faire de la fuite d'informations et d'apprendre inconsciemment et de se dire ah oui, sûrement c'est un peu mieux si je bouge les boutons dans ce sens-là, mais on est déjà en train de tricher. Donc on a cette première partie qui va donc générer un dataset de train, un dataset de test. Et ensuite on fait du feature engineering, donc toute la transformation des features. Les features sont les données importantes au modèle, donc ça peut être l'activité d'un utilisateur, les caractéristiques d'un bien sur le site. Et on va passer ces features-là au modèle, donc on doit les transformer, on les transforme au sein de cette libre, et puis on passe au train qui va entraîner le modèle pour pouvoir être poussé ensuite, stocké sur S3 et utilisé dans un web service pour générer de la prédiction. Alors les limitations de cette approche-là, c'est que dans la partie de génération de train et test, on n'a pas de versionning, on ne traite pas ça comme vraiment du code, on fait ça à l'intérieur de la lib. On n'a pas de metrics, en tout cas on n'avait pas de metrics à l'heure actuelle, on n'a pas de validation non plus, c'est-à-dire quand on fait un train et un test, on s'attend à ce que le train et test aient la même distribution de données, et on n'avait pas de validation là, donc ça pouvait être risqué si on splittait mal nos datasets et que vous imaginez par exemple que sur les annonces en France, si on s'amuse à splitter de façon géographique la moitié de la France nord et la moitié sud, c'est pas vraiment les mêmes datasets et donc ça pose problème, il faut le faire de façon aléatoire. Et tout ça a été généré à chaque run. Donc à chaque fois qu'on faisait un run de modèle, on allait générer ce train et ce test, ces data-là, alors que parfois on veut juste réentraîner notre modèle, puis on a déjà des datasets de train et de test qui sont disponibles. Ça accélère le boulot. Ensuite, sur la partie feature engineering, ce sont les mêmes limitations. On n'a pas de versionning, pas de métriques, pas de visualisation de ces métriques aussi. Parfois, on a envie de les visualiser simplement à la sortie d'un feature engineering. Et on ne peut pas les réutiliser entre les projets. Donc, quand on construit une feature, par exemple, une feature qui va être votre activité sur les 5 derniers jours, je considère que si je regarde l'activité sur les 5 derniers jours d'un utilisateur, ça peut être intéressant pour l'utiliser pour un modèle. Je vais construire cette feature-là au sein de ma lib, mais si jamais un autre data scientist veut faire un autre projet pour un autre modèle, donc par exemple moi je travaille sur essayer de prédire votre prochain lead, puis lui travaille sur essayer de prédire votre prochaine action sur un formulaire de service, par exemple sur SeLoger, il va se dire bah, cette feature moi elle m'intéresse aussi, il va la recalculer, c'est du code qui va être dupliqué, c'est aussi très dommage de devoir recalculer ça tout le temps. Si on se dit bah, cette feature est intéressante, on peut la calculer tous les jours et elle est disponible dès qu'on veut travailler. Et dans la partie train, on a pas de versionning, pas de reproductibilité, pardon. Donc quand on entraîne un modèle, comme là en entrée on donne de la donnée
et qu'elle n'est pas traquée à l'intérieur de cette pipeline-là, quand on veut reproduire un modèle, bon, bah, on ne sait pas forcément sur quelles données on l'avait entraîné. Donc si on veut reproduire exactement le même modèle, il nous manque vraiment une trame de tracking, pas de métriques, pas de visualisation non plus de ces métriques. Donc à la fin, on a une pipeline qui est en fait assez rigide, c'est un framework rigide qui a été développé spécifiquement pour un projet qu'on ne peut pas vraiment réutiliser pour nos différents projets de machine learning. Donc qu'est-ce qu'on voulait? D'abord, on voulait des metrics et des alertings, c'est quelque chose qui remontait. On produisait des modèles, mais les metrics pour suivre notre modèle, on les faisait dans notre Jupyter. Bon, voilà, ça c'est un peu, un peu gênant. Donc ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir des métriques sur nos features qui sont générées tous les jours automatiquement, sur nos train tests, nos datasets de train et de test, puis sur nos modèles. Vraiment qu'on n'ait pas à se préoccuper de ça, que ce soit calculé automatiquement, qu'on puisse définir des métriques et puis les calculer au jour le jour, et qu'on ait un alerting s'il y a une dérivation dans ces métriques-là. Donc si par exemple une feature, on a l'habitude qu'elle ait un range entre 0 et 10, et que d'un coup on se retrouve avec 0 et 100, on va pouvoir alerter rapidement pour pouvoir réagir. On veut aussi vouloir traquer la détérioration du modèle, donc ça passe par traiter le modèle comme du code, entre guillemets. Donc on a un modèle en production, on a un dataset de test, et ce modèle, il est testé contre ce dataset de test, concrètement, et on a des performances et des métriques qu'on attend, et si jamais ça dérive, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit on a mis à jour des données de test, donc on investigue, soit notre modèle, quelqu'un s'est amusé à pousser un nouveau modèle, mais c'est pas le même qui est en prod. Mais en tout cas, on veut pouvoir suivre cette détérioration, et dans l'autre sens, on a un modèle, on peut le laisser peut-être pendant 2 mois en production, on était content d'un certain modèle, et il y a de la détérioration temporelle, et on peut le tester tous les jours avec un nouveau dataset de test, et se rendre compte de ça. On veut un déploiement plus aisé, donc on veut pouvoir déployer un modèle automatiquement, sans avoir à passer par nos amis data engineers. Donc on veut réduire au maximum la dépendance avec les data engineers. Donc en gros, si on a un modèle qui nous plaît, si on l'a validé de notre côté, on va pouvoir faire OK et qu'il soit automatiquement déployé dans le web service, mis à jour dans le web service, sans qu'on ait rien eu à faire et que ça se passe sans encombre. Modèle d'intégration, j'en ai parlé. Et le tracking, donc c'est la partie dont je parlais juste avant, on va pouvoir avoir une pipeline où on peut reproduire vraiment toutes les étapes avec tout simplement une solution de tracking de ce workflow. Et le framework, on va pouvoir mettre à disposition un framework qui est avec une définition de pipeline claire, mais qui est vraiment flexible pour l'utilisation de n'importe quel data scientist sur n'importe quel projet. S'il a envie d'utiliser n'importe quelle librairie, bon là c'est pour l'instant en Python spécifiquement, mais on veut qu'il puisse le faire tout en respectant un certain workflow. Et enfin, servir le modèle avec JVM, donc là, les modèles qu'on servait avant étaient servis avec Flask, donc c'est un peu moins stable quand même d'utiliser Flask, et JVM est utilisé dans tous nos autres web services, donc c'était une volonté d'uniformiser aussi ce qu'on buildait. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé? MLflow, c'est un projet qui a commencé l'année dernière par Databricks, qui est un projet open source et qui répond à une certaine partie de ces objectifs. Il y a une API de tracking qui permet vraiment de traquer et d'enregistrer toutes les expérimentations qu'on peut faire, les runs qu'on peut faire, avec les données en entrée, les contextes, les environnements, les utilisateurs qui ont fait tourner ce code, le code en lui-même et les environnements Python qu'on peut utiliser pour faire tourner les modèles. Donc c'était vraiment intéressant d'utiliser ce projet, puis Databricks sont mis là-dessus et puis ils le maintiennent plutôt bien pour l'instant. Et puis ils ont aussi mis à disposition 2 autres API, Project et Model. Project nous permet de packager vraiment un projet de façon reproductible, donc il va y avoir toutes les informations nécessaires pour re-runner le même projet. Et les modèles, l'API modèle va permettre avec une notion de flavor, ils ont appelé ça, qui permet de décrire quelles sont les dépendances pour pouvoir
utiliser ce modèle. Donc est-ce que c'est un modèle TensorFlow, est-ce que c'est un modèle Scikit-learn? Et donc on va avoir la façon, ça va décrire la façon dont on veut rejouer ce modèle, et ça peut servir comme ça directement avec une REST API, le modèle en prédiction. On peut utiliser leur API pour, une fois qu'on a déployé un modèle, développer, juste le requêter via l'API. Les deux autres modules qu'on va utiliser, c'est TensorFlow Data Validation et TensorFlow Model Analysis. C'est des modules qui sont de plus en plus poussés dans la solution de TensorFlow Extended. TensorFlow Data Validation, ça permet de générer les statistiques descriptives. Derrière, ils utilisent Apache Beam pour pouvoir runner directement sur un Spark Runner ou un Direct Runner en local, etc. Ça nous permet d'inférer le schéma de la donnée et de détecter les anomalies au niveau de la data à partir de ce schéma. Et TensorFlow Model Analysis, ça va nous permettre de visualiser la performance des modèles, donc les metrics et les plots. Et on l'a adapté pour que ça fonctionne avec n'importe quel modèle, parce que TensorFlow Model Analysis, ça porte bien son nom, ça marche pour les graphes TensorFlow, mais pas forcément pour les modèles Scikit-learn, PyTorch, etc. Donc ça, c'est par exemple l'UI que Google, qui est derrière TensorFlow, a mis en place dans TensorFlow Model Analysis. Donc on voit que pour des métriques données, on peut regarder cette métrique sur tout le dataset, ou bien sur une certaine division, sur certains axes. Donc si par exemple, ici c'est un exemple de taxi, sur les taxis on a des trips start hours. Si je veux regarder comment performe le modèle en fonction de certains axes, certaines modalités d'une feature, je peux regarder directement tout ça. Et puis en mettant des seuils, l'interface est plutôt sympa. Pourquoi on n'utilise pas tous les composants de TensorFlow Extended? Ça a été présenté début mars. Bon, c'est pour l'instant toujours en alpha, et TensorFlow 2.0 va sortir là vraiment. Enfin, il est en alpha aussi, mais il devrait sortir normalement d'ici juin, il me semble. C'est pas vraiment totalement intégré avec AWS, c'est vraiment Apache Beam spécifique et GCP évidemment, donc Google Platform spécifique. Apache Beam est soutenu par Google, TensorFlow est soutenu par Google, donc c'est logique et normal que ça fonctionne principalement dans les premiers temps sur Google Platform. La pipeline, comme je vous l'ai dit, fonctionne. Donc la pipeline de training et d'évaluation fonctionne principalement et ne fonctionne que pour des modèles de graphes TensorFlow. Donc dès qu'on veut faire autre chose, Scikit-learn, PyTorch, comme je disais précédemment, on est bloqué, on ne peut pas l'utiliser. Et pour le coup, nous on utilise du Scikit-learn et du TensorFlow, donc on aimerait pas être limité là-dessus. Et l'UI que je vous ai montré juste avant, elle fonctionne sur Jupyter, mais il n'y a pas de version web pour l'instant. Il n'y a pas de project management, ce que nous apporte MLflow. Donc, à partir de ça, on a décidé d'utiliser les deux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a mis à disposition une librairie qui a certains composants. Un premier composant de Feature Generation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on entraîne un modèle et quand on développe un nouvel algorithme, on a toujours une génération de features, et en général on parle de feature transformation, de feature engineering. Ces features-là, ça peut se diviser, le travail qu'on fait sur ces features-là peut se diviser en deux. Il y a les transformations qu'on fait au sein du modèle, c'est-à-dire quand on entraîne le modèle, on va peut-être normaliser le vecteur, etc. Et cette normalisation, on veut la faire que sur une partie du dataset, le train set sur lequel on entraîne notre modèle, mais on ne veut pas normaliser sur toute la data, parce qu'on pourrait faire fuiter de l'information du test set vers le train set. Donc c'est important de bien séparer ça. Par contre, il y a un autre feature engineering qu'on peut faire en amont, qui est par exemple de l'enrichissement de données, qui est indépendant de tout le dataset, mais vraiment que sur une ligne. On se dit, là quand c'est vide, je considère que c'est telle valeur, par exemple. C'est feature engineering très simple, mais quand j'ai pas l'info, je considère que c'est 0. Ça, c'est du feature engineering qu'on fait en amont et qu'on veut pouvoir réutiliser. Donc par exemple, je veux une feature qui me donne l'activité d'un utilisateur en compte de ses visites sur les 5 derniers jours. Cette feature-là, je dois la calculer avant, concrètement. Je dois faire un calcul pour avoir une agrégation pour avoir cette feature.
Et ça, je veux le faire avant, et c'est indépendant de mes modèles. Donc je veux pouvoir le faire avant et mettre à disposition tous les modèles. Donc cette brique-là permet de faire ça. C'est un framework générique, ça génère automatiquement un schéma automatiquement des statistiques. Et tout ça, c'est poussé via un web service API qu'on a développé aussi, qui va pousser ces features-là, les métadonnées, quel utilisateur a créé cette feature, quel est le contexte, sur quelles données porte cette feature, etc. Quel est l'index, quelle est la colonne d'index de cette feature. Et ça permet d'avoir des features disponibles pour tous les projets. Et ça nous permet de gérer le versioning directement ici. Ensuite, une fois qu'on a cette data, on a un train test generation. Donc là, on rentre vraiment à l'intérieur d'un modèle, donc d'un projet. Et donc on va vouloir générer d'abord un train test pour pouvoir entraîner notre modèle. Et on peut se baser soit directement du feature store, on peut requêter le feature store via l'API, qui va nous renvoyer les features. Il suffit de dire je veux telle et telle feature pour construire mon train test. Ou je peux lui donner de la donnée externe si j'ai pas envie d'utiliser le feature store, j'ai un CSV, je veux travailler rapidement sur quelque chose et déjà produire les trains et tests. Donc pareil, on va avoir un framework générique, une automatisation de la génération du schéma et des statistiques, et ça va être poussé sur un training set store par la même API, avec les mêmes avantages. Ensuite, on a un module de training, et ce module-là va se baser aussi sur de la donnée extérieure, si on veut lui passer un train data extérieur et qu'on ne veut pas se brancher au training set, ou on peut se brancher au training set store, avec un avantage, c'est que là, on traque tout ce qu'on fait. Alors que si on donne de la donnée extérieure, on ne traque plus ce qu'on fait. Donc on va ici écrire notre training, donc c'est un framework générique, c'est agnostique des librairies de machine learning que vous pouvez utiliser, soit TensorFlow, scikit-learn, donc c'est ce qu'on voulait. Et le tracking va être fait avec MLflow, donc quand on va pousser ce modèle va être poussé sur un store MLflow, donc tous ces stores-là sont sur S3 de notre côté. Ça va être poussé directement sur MLflow et il va y avoir les métadonnées associées à ce modèle. Donc le projet, la génération de code, l'input data, donc ici il va y avoir l'ID vraiment du training set qui a été utilisé. Ou si on a passé un train data, juste le nom de la donnée. Là on perd vraiment l'avantage d'avoir ce tracking et ça va gérer aussi le versioning. Ensuite on a une brique d'évaluation. Cette brique d'évaluation se branche sur un training, donc chaque train sur MLflow est associé à un run UID, donc un ID de run. Et l'évaluation, il suffit de lui donner un ID de run. Et avec cet ID de run, il va aller récupérer le training set ID qui a été utilisé par le trainer. Donc il va dire très bien, c'était tel training set ID. Donc la donnée de test sur laquelle je dois évaluer, vu qu'elles ont été poussées en même temps ici, je peux récupérer directement la donnée de test. Et je vais évaluer le modèle qui lui a été poussé par ce run ID là à un certain endroit, je peux le récupérer, je peux faire une prédiction sur le test data et générer les métriques. Donc c'est un framework générique, il n'y a quasiment rien à faire, c'est une brique quand on veut l'utiliser dans n'importe quel autre projet, ça demande 2-3 lignes de code. Les générations des métriques sont facilitées par une autre brique, je ne le présente pas ici, mais qui est MetricGen, pour garder la même terminologie, qui permet juste de donner les métriques qu'on veut calculer, les axes sur lesquels on veut que ces métriques soient calculées. Donc ces métriques sont toujours calculées au global, et en plus sur certains axes. Il les calcule et il les stocke dans un format qui est visualisable par TensorFlow Model Analysis, un format propre à ce qu'a fait TensorFlow, mais aussi dans un format beaucoup plus générique qu'on peut utiliser avec d'autres outils si on le souhaite. Le tracking est fait aussi avec MLflow, et les métriques qui sont des métriques non complexes, donc des métriques qui ne sont pas sur plusieurs axes, mais juste des métriques globales, sont aussi poussées sur MLflow. Et ensuite, on a un serveur donc, qui est écrit en Java, qui va utiliser donc, Spring Boot que vous avez été présenté tout à l'heure, dans un container Docker. Il utilise JPipe qui est un bridge entre la JVM et Python. Donc Java peut runner du code Python pour la prédiction. Et va permettre de gérer la release automatique des modèles. Donc si un data scientist dit je veux promote ou release tel run UID, on va
on va mettre un flag, moi je vais vous l'expliquer un peu plus tard sur la vue isométrique. En gros, on va trigger un message qui va permettre au serveur de comprendre qu'il doit mettre à jour son modèle et de mettre à jour le modèle directement, et on aura le nouveau modèle en production. Voilà. Je vais zoomer un peu là-dessus. Je parle l'autre d'accord, je suis un peu à sec. Excusez-moi. Donc, je fais un zoom sur ce que je viens de vous dire avec une autre vue comme ça dépend comment est câblé notre cerveau. On retient selon la vue ISO ou la vue à plat. Donc ce qu'on a, c'est un data scientist qui peut travailler sur une machine EC2, la machine qu'il souhaite, et avec la même, ce qu'on vous a présenté en première partie. Voilà, il peut déployer très facilement une machine, s'il veut une grosse machine ou une petite machine, ça lui de décider. Il peut travailler en Jupyter. Alors tout ce que je vous présente là, bien sûr, peut être aussi automatisé via des scripts, et pas forcément besoin d'avoir un data scientist derrière quand après on veut automatiser toute la pipeline. Mais ici, mettons qu'il est en phase de travail, donc il va se brancher sur la workstation qui lui permet d'accéder à une machine EC2. Et il va pouvoir récupérer de la donnée. Alors là, c'est un autre point que je n'ai pas abordé, mais donc, à l'heure actuelle, des data engineers nous préparent des datasets pour qu'on puisse travailler sur la donnée et puis développer des modèles. Là, avec Redshift et Spectrum, du coup, on peut requêter très facilement même nos données brutes sur AWS avec une query SQL, récupérer cette donnée-là et puis créer nos features en quelques lignes de code. On va donner le code pour la génération de ces features et puis on va faire un execute sur la première composante que je vous ai présentée, FeatureGen, qui va générer le schema et les stacks, qui va pousser tout ça sur un bucket temporaire S3, qui va avertir le web service ML Store qu'il y a des nouvelles données qui sont prêtes, et ce web service-là va prendre ces données, les mettre à un endroit précis, gérer le versionning, stocker toutes les métadatas, etc. La deuxième partie, pour les features, pour le training set, pardon, ça va être à peu près pareil. On est toujours sur notre machine, on peut récupérer les données via le web service ML Store avec une route API, lui demander les features qu'on souhaite. On va créer le training set et le schéma et les stats, et pareil, ça va pusher avec la même logique sur le WS ML Store. Et enfin, quand on crée un modèle, on lui donne un training set ID, il va récupérer le training set toujours avec le même web service. On va entraîner le modèle et valider ce modèle sur MLflow. Tout ça va être poussé sur MLflow, les modèles, les métriques. Et ensuite, si on veut donc promouvoir un modèle, le promouvoir en prod, on a SNS qui écoute donc, juste sur la prod, pas dev, donc on a des contextes qui sont gérés via MLflow. Il écoute sur la prod, et s'il a une notification de promotion, il va trigger au niveau du web service de Predict pour que ce web service dise ok, ben, je load le nouveau modèle qui est disponible. Il le load et puis ça, c'est sous tapis. Et le nouveau modèle est en prod. Voilà, je fais vite, mais je sens que vous avez faim, tout ça. On va applaudisser.